Good morning, ladies and gentlemen. I'm going to speak in French because it's easier for me. Avant tout, je voudrais remercier les organisateurs du symposium. Donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ils nous ont donné l'opportunité d'échanger entre nous et d'avoir un si riche regard sur les différentes situations de cette production, cette manière d'élever des animaux si intéressant et si particulier qui s'organise autour de la production de lait. Mais dans mon cas, je dois présenter, c'est un peu difficile parce que normalement l'Uruguay s'est qualifié comme un pays ultra-libéral. Donc, mais le sujet c'est parler des politiques publiques. Et on voit que les politiques publiques y sont présentes et qui ont une importance assez importante, assez élevée. Mais j'ai peur que plusieurs d'entre vous ont la moindre idée de ce que c'est l'Uruguay. Donc je mis, je crois que c'est celle-ci. J'ai mis la carte pour montrer un peu ce que c'est. C'est le pays qui est entre le Brésil et l'Argentine, sur l'Atlantique. Ce n'est pas le Paraguay est un peu plus au nord, dans l'intérieur du continent. Donc, c'est juste en face de l'Afrique du Sud pour voir un peu la latitude. C'est un pays qui a, c'est à peu près entre la France, ça fait 180 000 km², avec un climat assez doux, d'où nous n'avons pas de neige, qui est qualifié comme subtropical tempéré. Et ça donne des problèmes agronomiques extrêmement intéressants parce que ce n'est pas tempéré, ce n'est pas subtropical, où il pleut. Nous avons à peu près 1200 1500 mm par année. Sans saison sèche marquée, et donc c'est assez irrégulier, mais bon, mais il pleut. Et bon. Et le schéma de la présentation, je vais dire 2 minutes, parce qu'apparemment je n'ai que 10, pour parler de l'Uruguay en général comme un pays d'élevage. Après, je vais parler un peu de qu'est-ce que c'est l'Uruguay comme pays laitier, et une brève historique sur la coopérative. Vous voyez, déjà que je parle de la coopérative, d'une coopérative. L'action de l'État un peu, les caractéristiques de l'évolution, et je vais essayer de faire une espèce de conclusion. Bon, l'Uruguay est un pays d'élevage que c'est extrêmement intéressant parce que, bon, de mon point de vue, non, la population des vaches s'est beaucoup augmentée avant l'installation des Européens. Il y a eu, ils ont lâché dans la nature quelques vaches, quand ils sont revenus 50 ans après, il y avait des centaines de milliers. Donc, vous voyez que l'environnement c'est très bon pour les vaches, c'est un peu en plein air pendant toute l'année. Et donc, les exportations de viande et de laine ont été plus que de 90% pour plus d'un siècle. Donc, ça définit bien un pays d'élevage, mais ça tourne que ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques années, la production agricole, surtout et d'autres, ont augmenté son volume. Et donc, c'est un pays qui maintenant est en train d'abandonner cette étiquette de pays d'élevage. Ce n'est pas seulement un pays que d'élevage aujourd'hui. Et bon, pour parler un peu de c'est l'agriculture, sur les 14 millions d'hectares qui sont surface agricole utile, il y a 1,5 dédié à l'agriculture, notamment le soja, qui a augmenté énormément ces dernières 10 années. Il y a presque 1 million dédiés à la production de lait, il y a 11 dédiés à l'élevage extensif. Donc vous voyez là une photo qui donne une idée du type de paysage que nous avons chez nous. Bon, comme pays laitier, la production laitière a toujours été présente, a été amenée avec les Européens. En Amérique du Sud, il n'y avait pas de grands animaux, et notamment chez nous, des grands animaux qui avaient été domestiqués par la population originale. Et en 1932, le gouvernement a créé une coopérative
qui a eu le monopole de l'approvisionnement du lait de la capitale pour 50 ans. Bon, il y avait un effort pour organiser l'approvisionnement du lait. Et depuis cette époque, depuis à peu près 1940, il y a eu une croissance permanente du lait produit et industrialisé. Et à partir au début des années 70, l'approvisionnement de la population, notamment en hiver, était déjà bien suffisant, donc on a commencé à importer. Maintenant, l'exportation, c'est presque 70% de la production totale. Donc, c'est un pays qui est très dirigé vers l'extérieur et qui a une présence très régulière sur le marché, un peu à différence de ce que je comprends que se passe avec l'Argentine ou le Brésil, qui ont une trajectoire un peu chaotique dans leur présence dans le marché intérieur. Et bon, vous voyez, il y a une grosse industrie basée sur la Holstein. Donc, c'est la Holstein, surtout à l'herbe, même si ces dernières années, comme on a déjà dit ce matin, depuis 2008, par des raisons que j'ignore, les prix des produits laitiers de la viande bovine notamment, qui jusqu'à ce moment-là étaient toujours la moitié des prix qu'ils recevaient les agriculteurs des pays riches comme l'Europe ou les États-Unis. Depuis 2008-2009, c'est le même prix que vous recevez ici, à peu près. Donc ça a promu une intensification, une augmentation de la production importante qui croît à des tasses de l'ordre de 5-7% par an. Bon, le support de l'État, initialement, il y a une volonté très claire de donner un peu l'organisation de la production, de l'approvisionnement, de l'utilisation, etc. Et j'ai mis bien entre guillemets la coopérative parce que c'est une coopérative qui n'est pas régie par les lois des coopératives. Il y a une loi propre à elle. Mais en général, ça répond à une coopérative. C'est-à-dire il y a une participation plus ou moins démocratique de tous ceux qui sont involucrés dans la production. Il y a eu toujours des crédits permanents, soit pour l'industrie, soit pour les éleveurs. Il y a eu un appui important de l'État, du point de vue de construction des routes, l'électrification rurale, encadrement, etc. Il y a eu fixation des prix jusqu'aux années 90, qu'on disait à ce moment-là que c'était pour protéger les consommateurs, mais il y a qui disent qu'en réalité c'était à l'inverse, c'était pour promouvoir la production de lait. C'est controversé à qui était vraiment favorisé par la fixation des prix. Il y a aussi tout ce qui est vinculé à la recherche agronomique, l'enseignement technique à divers niveaux, le plan sanitaire, etc. Et depuis 2008, ils ont mis en place un Institut national du lait qui est chargé de donner conseil à l'État sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Bon, les caractéristiques de l'évolution, comme je vous ai déjà dit, une production qui augmente toujours de l'ordre de 5-7% par année, basée sur une augmentation de la production par vache. Le nombre de vaches n'augmente pas et même la surface a été un peu réduite les dernières années, mais la production augmente toujours. Le nombre d'éleveurs diminue toujours, de l'ordre de moins 3% par année, même si, comme vous pouvez s'imaginer, dans une coopérative, il y a des actions qui ont l'intention de soutenir les producteurs, de les appuyer de toute manière, mais de toute façon, la production laitière est un peu dure du point de vue du travail, et donc les gens abandonnent. Bon, le cheptel se maintient de l'ordre de 400 000 vaches, c'est ça. Les exploitations qui augmentent leur taille, aujourd'hui, en moyenne, on peut parler d'à peu près 1500 litres par exploitation et par jour, avec une centaine de vaches à la traite.
Les exportations, bien sûr, augmentent toujours parce que la population n'augmente pas beaucoup et nous sommes déjà à un niveau de consommation assez élevé, de l'ordre de l'équivalent lait de 240 ou 260 litres par personne et par année. Et les jeunes en général ne se sont pas intéressés. Et ici, il y a un petit détail, on parlait des jeunes fils de l'éleveur. Parce que s'installer aujourd'hui, si vous n'avez pas un capital assez intéressant, et très grand, c'est presque possible, parce que le prix de la terre a augmenté beaucoup, et donc venir dire, moi je veux m'installer comme producteur laitier, et ça, on a besoin de capital est vraiment important. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur des familles, les gens ne sont pas trop intéressés, donc il y a cette descente permanente du nombre d'exploitations. Et bon, il y a un appui politique permanent sans faille, ouais. Et ça à divers, c'est tombé sur le terrain, mais bon, il y a des actions toujours. Et bon, et l'autre point intéressant, c'est qu'il y a une concurrence par les bons sols avec l'agriculture. La production de lait partage l'utilisation des bons sols en Uruguay avec l'agriculture, et les dernières 10 années, l'avancée du social a été assez importante qui a déplacé un peu la production de lait. Et donc là, il y a une concurrence pour la terre que apparemment est équilibrée, mais bon, qui pose des questions. Bon, et un peu pour finir, ce que nous savons chez nous, c'est une forte dynamique de tout type. Donc je vais dire qu'on ne devrait pas se faire l'idée de que grâce aux politiques publiques, ce qu'il y a de production laitière. C'est pas seulement ça. Il y a aussi une tradition, il y a des origines, il y a une vocation de production de lait. Et il y a eu, bien sûr, de leaders, comme on disait hier, qui ont marqué la production et l'évolution de toute l'industrie. Et donc, on sait que ça a été toujours vu comme support de développement, parce que surtout comparé avec l'élevage extensif, ça donne plus d'emplois, ça mobilise plus le commerce, ça mobilise plus le transport, ça paye plus d'impôts, ça donne plus de produits exportés à l'État. Et la productivité dans l'emploi, c'est normalement plus fort que dans d'autres activités agricoles. Notamment aujourd'hui, et grâce qu'il n'y a pas trop de chômage chez nous, les salaires payés par les salariés qui travaillent en exploitation ont des salaires extrêmement compétitifs. C'est-à-dire qu'on peut et ce sont des salaires, je ne les sais, mais vous pouvez penser de 1 500 €, par exemple, pour faire la traite. Hein, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé que ça pouvait arriver, mais ça se passe. Bon, ça soutient la population dans le milieu rural, dans un pays qui est extrêmement urbanisé. 95% de la population est dans les villes chez nous, donc il n'y a presque personne dans la campagne. Il y a l'emploi, les exportations, c'est toujours important. Il y a l'alimentation de la population, que je vous ai dit que c'est important aussi. Et chez nous, c'est aussi une espèce d'icône. Nous, les Uruguayens, nous sommes fiers de notre coopérative laitière. Il y a eu plusieurs instances où les grandes entreprises au niveau global ont essayé de s'installer en Uruguay, mais n'ont pas réussi à déplacer la coopérative. Donc, normalement, nous voyons que nos produits sont acceptés un peu partout dans le monde parce qu'on importe plus ou moins 80 pays et que les produits sont bien aimés par les touristes et tout ça. Et donc, on est fiers d'avoir une activité dont on a gardé une certaine autonomie au niveau national, et ce n'est pas le cas pour d'autres productions. Donc, c'était pour là, merci.